50 km. C'est la largeur du détroit d'Ormuz, le passage maritime le plus important de la planète. Par ce couloir d'eau minuscule, chaque jour, transitent 17 millions de barils de pétrole. Un cinquième du pétrole consommé dans le monde, un cinquième du gaz naturel liquéfié mondial, 11% du commerce maritime de la planète. Et depuis le 28 février 2026, ce détroit est fermé. Pour la première fois de l'histoire, jamais, même pendant la guerre Iran-Irak, même pendant la guerre du Golfe, le détroit d'Ormuz n'avait été totalement bloqué. Aujourd'hui, il l'est. Et les conséquences vont être gigantesques. Bienvenue sur la facture finale. Aujourd'hui, on va parler du point le plus vulnérable de l'économie mondiale. Un goulet d'étranglement de 50 km de large qui tient le monde entier en otage. Et on va voir ensemble ce qui se passe quand ce point se ferme. D'abord, les faits. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des frappes massives sur l'Iran. L'Iran riposte immédiatement. Les gardiens de la Révolution contactent par radio tous les navires présents dans le détroit pour leur signifier qu'aucun navire n'est autorisé à traverser. Le lendemain, l'Iran annonce officiellement la fermeture de cette route maritime, menaçant de mettre le feu à tout navire qui tenterait de forcer le passage. Des pétroliers sont pris pour cible. Un membre d'équipage est tué au large d'Oman. Un pétrolier est touché et commence à couler. En quelques heures, le message est clair. Le détroit d'Ormuz est une zone de guerre. Les réactions sont immédiates. Les 5 plus grands armateurs du monde, MSC, Maersk, CMA CGM, COSCO et Hapag-Lloyd, donnent l'ordre à tous leurs navires de s'arrêter et de se mettre à l'abri. L'Organisation maritime internationale annonce que 20 000 marins et 15 000 passagers sont bloqués dans le golfe Persique. 3 000 navires se trouvent dans le secteur, dont 200 au mouillage. 60 navires sous pavillon français ou appartenant à des entreprises françaises sont coincés à l'intérieur du golfe, incapables de sortir. Le seul moyen de quitter le golfe Persique, c'est le détroit d'Ormuz. Et il est fermé. Les experts qualifient ce gel du transit de sans précédent dans l'histoire du commerce maritime. Le mardi qui suit les frappes, seulement 4 navires ont osé traverser le détroit. 4. Normalement, des dizaines passent chaque jour. Le chenal navigable ne fait que quelques kilomètres de large. L'Iran contrôle la rive nord et peut frapper n'importe quel navire depuis la côte. Et même les navires qui voudraient donc prendre le risque ne le peuvent pas, parce que les assurances ont explosé. Le détroit a été classé zone d'opération de guerre par le secteur maritime. Les assureurs refusant de couvrir les navires qui traversent. Sans assurance, pas de navigation. C'est aussi simple que ça. Trump a promis 20 milliards de dollars pour relancer les assurances maritimes, mais les assureurs calculent des risques, pas de la politique. Tant que des missiles peuvent frapper un navire, aucune assurance au monde ne couvrira le passage. Maintenant, mesurons l'impact sur le pétrole. 20% du pétrole mondial transite par Ormuz. En cas de fermeture totale prolongée, selon Rystad Energy, la perte se situerait entre 8 et 10 millions de barils par jour. Les pipelines qui contournent le détroit, le pipeline saoudien et le pipeline émirati, ne peuvent acheminer que 2,6 millions de barils par jour. C'est à peine 16% des flux normaux. Si Ormuz reste fermé, 84% du pétrole du Golfe n'a aucune alternative. Le baril de Brent est passé de 73 $ avant les frappes à plus de 85 $. Une hausse de 20%. Les analystes anticipent un baril à 100 $ si le blocage se prolonge. Et à la pompe, ça veut dire une hausse de l'essence et du diesel dans les prochains jours. En France, les automobilistes se ruent déjà sur les stations-service. Le gaz, c'est encore pire. Le gaz est totalement prisonnier derrière le verrou d'Ormuz. Le pétrole a au moins quelques pipelines de contournement, même insuffisants. Le gaz naturel liquéfié n'en a aucun. Le GNL, du Qatar et des Émirats doit obligatoirement passer par le détroit pour être exporté. Il n'y a aucune autre option. Et les installations de liquéfaction nécessitent un flux continu de navires pour rester opérationnels. Sans rotation, le Qatar et les Émirats pourraient être contraints d'interrompre leur production. C'est déjà en cours. Qatar Energy a suspendu ses opérations après des attaques de drones iraniens sur ses sites. Le gaz en Europe au TTF est passé de 32 € le mégawattheure à plus de 54 € en 4 jours. Il a brièvement touché 65 €, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis janvier 2023. Goldman Sachs estime qu'un mois de blocage pourrait faire bondir les prix de 130%. Mais le détroit d'Ormuz, ce n'est pas que de l'énergie. C'est aussi des matières premières, des engrais, des produits chimiques, des céréales. Entre 15 et 20 millions de tonnes de grains transitent chaque année par ce détroit. Du blé, du maïs, du colza. Le blocage menace la sécurité alimentaire de toute la région. L'Iran a interdit l'exportation de nourriture. L'Argentine envisage de ralentir ses exportations de soja. Le Brésil s'inquiète pour son maïs.
Environ 40 000 conteneurs français transitent chaque année par Ormuz. Des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du luxe français qui part vers l'Asie, des composants industriels qui arrivent en France. Si le blocage dure, des usines françaises pourraient manquer d'intrants. La chimie et la pétrochimie européenne sont les secteurs les plus directement exposés. Pour les navires qui veulent contourner, il n'y a qu'une alternative. Le cap de Bonne-Espérance, au sud de l'Afrique. Un détour de 15 à 20 jours. Des centaines de milliers d'euros supplémentaires par voyage en carburant. Et si les Houthis au Yémen reprennent leurs attaques en mer Rouge, les deux routes principales entre l'Asie et l'Europe seraient perturbées simultanément. Un cauchemar logistique. L'histoire du détroit d'Ormuz, c'est l'histoire de la vulnérabilité du monde. En 1973, l'embargo pétrolier a révélé que le contrôle des routes énergétiques confère un pouvoir immense. À l'époque, la dépendance européenne au pétrole importé atteignait 97%. En 1979, la révolution iranienne a déclenché le deuxième choc pétrolier, le baril a doublé. Pendant la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, la guerre des tankers a transformé le détroit en champ de bataille. En 2019, des pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman. Mais à chaque fois, le détroit est resté ouvert. Cette fois, c'est différent. Le régime iranien est acculé. Son guide suprême est mort. Ses généraux sont tués. Il n'a plus rien à perdre. Et fermer Ormuz, c'est que sa dernière arme, son dernier levier de dissuasion. Et la leçon pour l'Europe est brutale. La diversification énergétique réalisée après la crise ukrainienne de 2022 n'a pas résolu le problème fondamental. Elle l'a simplement déplacé, de la Russie vers le Golfe. L'Europe a remplacé sa dépendance au gaz russe par une dépendance au GNL qatari. Et maintenant que le Golfe est en guerre, cette nouvelle dépendance se retourne contre elle. Les experts le disent. Cette crise révèle une vulnérabilité que les politiques conduites depuis 2022 n'auraient fait que déplacer géographiquement, sans les réduire structurellement. Et ce double choc, énergie plus commerce, arrive en même temps que les droits de douane de Trump contre l'Europe. Un choc énergétique et un choc commercial simultanés. Cette combinaison est inédite depuis les années 1970. C'est le pire timing pour une économie européenne déjà fragile, avec une croissance à 1,3%, des dettes records et des budgets publics à bout de souffle. On n'en est pas encore au niveau de 2022. Le pétrole est à 85 $, pas à 130. Le gaz est à 54 €, pas à 348. Mais le conflit n'a qu'une semaine. Si la guerre dure un mois comme Trump l'a suggéré, ou plus, les prix pourraient se monter beaucoup plus haut. Et surtout, cette crise frappe une Europe qui n'a pas encore récupéré de la précédente. L'industrie est affaiblie. La croissance est anémique. La dette est colossale. Un nouveau choc pourrait être le coup de trop. Le détroit d'Ormuz nous rappelle une vérité que le monde a choisi d'ignorer pendant des décennies. Toute l'économie mondiale repose sur quelques points de passage minuscules. Un détroit de 50 km, un canal de Suez, une mer Rouge, quelques câbles sous-marins, quelques routes maritimes. Et quand un seul de ces points se ferme, tout vacille. Les prix s'envolent, les navires s'arrêtent, les usines ralentissent, les ménages paient. Et personne n'a de plan B. Parlons concrètement de ce que ça change pour toi en France. D'abord, l'essence. Le pétrole est passé de 73 à 85 $ le baril en quelques jours. Si ça continue vers les 100 $, tu peux t'attendre à 10 à 20 centimes de plus par litre à la pompe. Sur un plein de 50 litres, c'est 5 à 10 € de plus à chaque passage. Sur un an, ça représente entre 120 et 240 € supplémentaires rien que pour la voiture. Ensuite, le gaz et l'électricité. Si les prix du gaz restent élevés ou montent encore, ta facture d'énergie pourrait augmenter de 15 à 25% dans les mois à venir. Pour un ménage moyen, c'est entre 200 et 500 € de plus par an. Et puis, l'alimentation. Quand le transport coûte plus cher, quand les engrais coûtent plus cher, quand l'énergie pour les usines agroalimentaires coûte plus cher, les prix de la nourriture montent mécaniquement. On venait à peine de sortir de 4 ans d'inflation alimentaire. Et voilà que ça recommence. Les marchés financiers ont déjà réagi. La bourse de Paris a chuté de près de 5% depuis le début du conflit. Francfort et Londres ont suivi. L'or, valeur refuge traditionnelle, a bondi. Si tu as une assurance vie, un plan d'épargne en action ou un PEA, la valeur de tes placements a probablement baissé cette semaine. Et tant que le conflit dure, l'incertitude restera élevée et les marchés resteront nerveux. Et il y a un aspect que personne ne mesure encore. L'impact psychologique. Quand les prix de l'énergie flambent, quand les bourses chutent, quand les médias parlent de guerre et de crise, les gens ont peur. Ils consomment moins, ils épargnent plus, ils reportent leurs achats importants. C'est ce qu'on appelle un choc de confiance. Et en France, le taux d'épargne est déjà à 18%, un niveau historiquement élevé. Les Français épargnent par peur. Cette nouvelle crise va amplifier cette tendance. Moins de consommation, c'est moins de croissance.
Moins de croissance, c'est plus de chômage. C'est un cercle vicieux qui peut durer des mois, voire des années. Pensons aussi aux conséquences à plus long terme. Si le détroit d'Ormuz reste fermé ou dangereux pendant plusieurs semaines, l'inflation va repartir en Europe. Et si l'inflation repart, la Banque centrale européenne sera forcée de maintenir ses taux d'intérêt élevés, voire de les remonter. Des taux élevés, ça veut dire des crédits immobiliers plus chers, des investissements des entreprises qui ralentissent, une économie qui cale. C'est le scénario de la stagflation. Stagnation plus inflation. C'est exactement ce que l'Europe a vécu en 2022 et 2023. Et c'est peut-être ce qui nous attend à nouveau. Le plus frustrant, c'est que cette situation était prévisible. Les experts alertent depuis des années sur la vulnérabilité du détroit d'Ormuz. Les simulations de fermeture existent. Les scénarios de crise sont documentés. Mais rien n'a été fait pour réduire structurellement la dépendance de l'Europe aux hydrocarbures qui transitent par ce détroit. On a diversifié les fournisseurs, oui, mais on n'a pas réduit la dépendance aux fossiles. Et tant que l'Europe aura besoin de pétrole et de gaz importés, chaque crise géopolitique au Moyen-Orient se transformera en choc économique pour les Européens. La France a un avantage par rapport à ses voisins. Le nucléaire. 70% de l'électricité française vient du nucléaire. Ça nous protège partiellement du choc sur le gaz pour la production d'électricité. L'Allemagne, qui a fermé ses dernières centrales nucléaires en 2023, est beaucoup plus exposée. L'Italie aussi. Mais le nucléaire ne protège pas de tout. La France importe 100% de son pétrole. Et quand le pétrole monte, l'essence monte, le transport monte, et les prix de tout ce qui est transporté montent avec. Ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz, c'est un avertissement. Un avertissement pour l'Europe, pour la France, pour le monde entier. La transition énergétique n'est pas qu'une question climatique, c'est une question de sécurité économique, c'est une question de souveraineté. Tant que l'économie mondiale dépendra d'un passage de 50 km contrôlé par un régime instable, elle sera vulnérable. Et cette vulnérabilité, c'est toi qui la paies. À chaque plein d'essence, à chaque facture de gaz, à chaque hausse des prix au supermarché. Et n'oublions pas ce qui se passe au-delà du détroit. Le conflit a des ramifications dans toute la région. Le Hezbollah a lancé des roquettes sur Israël depuis le Liban. Israël a riposté et envahi le sud du Liban. Chypre a été touchée par des missiles iraniens. Des installations pétrolières ont été frappées par des drones à Oman et aux Émirats. L'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, la Jordanie, l'Irak, tous ont été visés par les représailles iraniennes. C'est tout le golfe Persique qui est devenu une zone de conflit. Et quand tout le golfe est en guerre, c'est l'approvisionnement énergétique de la planète entière qui est menacé. Les pays asiatiques sont les plus touchés. Le Japon importe 90% de son pétrole par le détroit d'Ormuz. La Chine, 57%. Si le blocage dure, ces deux géants économiques vont se ruer sur les marchés mondiaux pour trouver du pétrole et du gaz ailleurs, en concurrence directe avec l'Europe. Et cette concurrence va faire monter les prix pour tout le monde. C'est la loi du marché. Quand la demande explose et que l'offre se raréfie, les prix s'envolent. L'Europe n'importe que 5% de son pétrole par Ormuz, mais elle sera quand même touchée parce que le pétrole est un marché mondial. Quand les prix montent quelque part, ils montent partout. Il y a aussi la question des réserves stratégiques. La France dispose de réserves stratégiques de pétrole qui permettent de tenir environ 90 jours. C'est rassurant à court terme. Mais 90 jours, c'est seulement 3 mois. Si le conflit dure plus longtemps, ces réserves devront être entamées. Et les reconstituer ensuite coûtera cher, très cher, dans un contexte de prix élevé. D'autres pays européens ont des réserves similaires, mais elles ne sont pas infinies. Et personne ne sait combien de temps cette guerre va durer. Trump a parlé d'1 mois, mais l'histoire nous enseigne que les guerres au Moyen-Orient ne se terminent jamais comme prévu. Et pendant que le monde se concentre sur le pétrole et le gaz, il y a un aspect qu'on oublie. Le port de Jebel Ali, à Dubaï, 10e port à conteneurs du monde, est une plaque tournante régionale absolument critique. Les porte-conteneurs y sont déchargés puis redistribués vers plus d'une douzaine de pays, de l'Afrique de l'Est à l'Inde. Ce port est désormais paralysé. Les marchandises ne circulent plus. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont perturbées. Et ce n'est pas juste du pétrole. C'est de l'électronique, du textile, des pièces automobiles, des médicaments, de la nourriture. Tout ce qui passe par Dubaï est bloqué ou retardé. Les effets vont se faire sentir dans les semaines et les mois à venir sur les rayons des magasins du monde entier. Voilà la facture finale. Un passage de 50 km tient l'économie mondiale en otage. Le pétrole flambe, le gaz explose, les navires se sont bloqués, 20 000 marins sont piégés, les usines européennes sont menacées, l'inflation revient. Et tout ça parce que le monde a mis tous ses œufs dans un seul corridor maritime. Le détroit d'Ormuz, c'est le talon d'Achille de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, quelqu'un a frappé exactement à cet endroit.
Ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz devrait être un électrochoc pour tous les dirigeants européens. Chaque crise révèle les mêmes failles. La dépendance énergétique, la fragilité des chaînes d'approvisionnement, l'absence de plan B. On a dit plus jamais après le choc pétrolier de 1973, on a dit plus jamais après la crise de 2022 avec la Russie. Et nous voilà en 2026, avec exactement le même problème, juste un fournisseur différent. Le problème n'est pas qui nous fournit. Le problème, c'est que nous dépendons de quelqu'un d'autre pour notre énergie. Et tant que ce sera le cas, nous serons à la merci du prochain conflit, de la prochaine crise, du prochain dictateur qui décide de fermer un robinet ou de bloquer un détroit. L'ironie, c'est que la solution existe. Le nucléaire, les renouvelables, l'efficacité énergétique, l'électrification des transports, les technologies sont là. Les solutions sont connues. Ce qui manque, c'est la volonté politique et l'investissement massif pour accélérer la transition. Chaque année perdue, c'est une crise de plus à encaisser. Et chaque crise coûte plus cher que l'investissement qu'il aurait fallu faire pour l'éviter. La facture du détroit d'Ormuz, c'est la facture de notre inaction. C'est le prix de décennies de procrastination énergétique. Et c'est toi, consommateur européen, qui la paie. À la pompe, sur ta facture de gaz, dans le prix de tes courses, dans la valeur de ton épargne. 50 km d'eau. C'est tout ce qui sépare ta vie quotidienne d'un choc économique mondial. 50 km. Retiens ce chiffre. Parce que tant que l'Europe ne sera pas indépendante en énergie, ces 50 km continueront de dicter le prix de ta vie. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à la facture finale, active la cloche et partage cette vidéo. Parce que tout le monde devrait savoir pourquoi 50 km d'eau peuvent faire trembler le monde entier. À très vite pour la prochaine facture.